Donc vous avez choisi de nous rejoindre sur cette session Construire le budget de campagne, donc qui est sur le fil Prendre le pouvoir. Donc histoire que ce soit bien clair, là on parle du budget de votre campagne électorale, on ne parle pas du budget de la collectivité. Si vous êtes élu, il y a une autre session, je crois que c'est plus tard ou demain, tac tac tac, sur le budget en général. Vous la retrouverez dans le programme de toute façon. Ah, c'est aujourd'hui, ouais, très bien. Voilà. Donc c'est une session qui vous est proposée à la fois en retour d'expérience et en atelier, si vous avez suivi ce que Fabien a dit ce matin sur la conception du programme. En réalité, ça va être un peu plus retour d'expérience, mais aussi vos expériences que atelier. Vous allez voir, on va avoir des temps où en fait on va solliciter aussi vos expériences. On n'est pas expert, aucun d'entre nous, de ces sujets, comme il peut y avoir des gens, par exemple dans les partis politiques, qui sont vraiment des experts. On vient avec nos expériences dans nos communes, ce qu'on a pu en tirer ou ce qu'on en tire en fait de nos expériences en cours aussi de la campagne qui arrive. Et on sera bien évidemment très preneur de vos compléments, retours et questions. Donc ce sera plus ça la partie atelier de l'interaction assez simple. Pour commencer, en fait, on va commencer déjà par se présenter nous. Donc moi je m'appelle Martin Noblecourt, je suis élu à Chambéry, je suis le premier adjoint au maire, donc élu depuis 2020 sur une liste citoyenne et participative. Et donc mon idée c'est de vous partager plutôt des retours de notre campagne de 2020. Alors je n'étais pas forcément la personne qui gérait le plus le côté budgétaire, mais je l'ai suivi un petit peu, donc je vais pouvoir vous donner quelques conseils, donc plutôt sur une strate de grosses communes, puisque Chambéry, ça fait 60 000 habitants. Donc vous verrez, il y a des règles très différentes entre les moins de 9 000 et les plus de 9 000. Et l'idée, vous allez voir, c'est qu'en fait, dans le panel, on a des strates différentes. Donc on va essayer de vous présenter un peu au fil de l'eau les différences. Alors ça ne sera peut-être pas évident, parce que des fois, on va se compléter. Il y a des règles qui s'appliquent pour tout le monde, d'autres non. Donc voilà, soyez attentifs et n'hésitez pas à poser des questions si des fois, pour vous, c'est pas clair quelles règles s'appliquent pour qui et quoi. Et donc j'ai passé la parole à Léa, qui va se présenter également. Donc moi je suis Léa, je suis également élue depuis 2020 dans la commune de Pennes, donc là grand écart démographique, nous on est 500 habitants, donc on n'a pas du tout appliqué les règles de la même manière on va dire, et voilà on présentera ça pendant la séance. Bonjour, je m'appelle Benoît et je viens de la commune de Saint-Péret en Ardèche, à côté de Valence. Et je fais partie d'un collectif qui s'est monté il y a 1 an et demi. Donc on est dans la préparation de la campagne, on n'a pas encore expérimenté, mais on a travaillé un peu sur notre budget de campagne, etc. Donc je pourrais vous partager ça. Et puis par ailleurs, je fais aussi partie du collectif de la Horde de fréquences communes, où je suis amené à accompagner des listes des collectifs qui se présentent pour les municipales. Merci. Et donc vous l'aurez compris, l'idée c'est un peu un mélange de retour d'expérience des campagnes de 2020, de retour un peu de ce que réfléchissent les collectifs plutôt pour Benoît en 2026. Et puis on espère que vous aurez aussi du coup des idées, des conseils à nous donner. Et sur le fond, on va parler à la fois vraiment des règles proprement dites. Et là c'est pareil, n'hésitez pas à compléter si on dit des bêtises, si vous avez des compléments. Mais en fait, au-delà des règles, un peu des bonnes pratiques quelque part de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Du coup, pour commencer, je vous propose, moi je vais faire un tout petit topo introductif, un peu sur les règles générales. Pour cela, je vais m'appuyer notamment sur une ressource que je vous conseille vivement. Alors, il y a pas mal de documentation sur Internet sur ces questions de budget de campagne. Moi, il y en a une que là, j'ai retrouvée, qui existait déjà, ils ont mis à jour, que je trouve très bien faite. Vous connaissez peut-être l'Association des maires de France, qui est très fédérative de beaucoup de communes. Ils ont fait un petit document qui fait 20 pages sur le financement des campagnes électorales, qui est assez synthétique, je trouve. Il y a pas mal d'exemples, ça parle des différentes strates de communes. Donc, je vous incite vivement, vous cherchez AMF, financement campagne municipale, vous tomberez dessus directement. Je vous invite vivement à le consulter pour des précisions techniques qui iront plus loin dans le détail que ce qu'on vous propose. Alors, et d'ailleurs, le premier point de leur document, si vous avez déjà fait des campagnes précédemment, c'est de rappeler, les règles ont assez peu changé par rapport à la campagne de 2020. Donc, il se peut qu'il y ait des petits changements. J'espère qu'on va penser à vous les dire. Moi, je suivrai un petit peu en direct, mais globalement, les règles ont assez peu changé. En termes de grands principes, la première chose qu'il faudra bien garder en tête, en fait, quand vous faites une campagne électorale, et notamment, et ça on essaiera de le voir après pour les plus de 9 000 habitants, c'est qu'il y a vraiment un cadre très réglementé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et en fait, le fait de ne pas respecter les règles peut mettre en danger les résultats de l'élection.
avec en fait un examen de vos comptes de campagne par une commission nationale en fait qui est rattachée au Conseil constitutionnel et qui peut amener à la fois dans un premier niveau de sanction à invalider votre compte. Donc là, ça mettra à risque vos capacités à avoir des remboursements de l'État, ce genre de choses. Mais en fait, ils peuvent même aller jusqu'à invalider l'élection complètement s'ils estiment que les transgressions des règles ont été suffisamment fortes. Pour vous donner un exemple, alors pas sur des élections municipales, par exemple, Nicolas Sarkozy, vous vous en rappelez, qui a complètement explosé son plafond. Ça avait été jugé à l'époque qu'il n'allait pas remettre en question le résultat de l'élection présidentielle. Par contre, il n'a pas eu le remboursement de l'État de ses dépenses de campagne, donc avec une ardoise bon, évidemment énorme pour une présidentielle, mais proportionnellement sur une campagne municipale, si vous escomptiez une forme de remboursement de l'État, ça peut vous mettre en grosse difficulté. Donc, ce n'est pas des règles qui sont toujours très intuitives et sympas. Quand on est dans une campagne un peu dynamique, assez spontanée, comme on le fait dans les LCP, ça peut paraître parfois un peu contraignant. Et en même temps, je vous mets vraiment en garde sur ce volet-là, qu'il y a un contrôle, il est réel et il est très tatillon. Nous, sur Chambéry, on avait assez bien géré les choses, mais il y a quand même quelques centaines d'euros. Enfin, ils ont vraiment tout épluché, qu'ils ont jugé non éligibles sur des trucs où des fois on se disait, on avait vraiment l'impression sincèrement d'être dans les clous et d'avoir bien fait les choses. Et déjà, on s'est fait un peu débouter quelques détails. Donc, si vous n'êtes pas vigilant et vigilant dès le début, vous mettez à risque non seulement l'aspect financier, mais aussi votre résultat électoral en général. Voilà. Désolé, c'était la partie un peu plombante, mais c'était important de commencer par ça. Alors bien sûr, ça s'applique beaucoup plus pour les grosses communes. On verra sur les petites communes, il y a quand même un peu moins cette pression-là, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi. La deuxième règle un petit peu générale que je voulais vous donner, c'est donc il y a des règles assez précises qui définissent comment vous pouvez faire financer votre campagne. Et un des principes un peu généraux, c'est qu'il ne peut pas y avoir de financement par des personnes morales autres que des partis politiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir de financement d'une entreprise, d'une association, etc. Ça, c'est vraiment une ligne rouge très forte qui vous met vraiment à risque si vous le faites. À l'exception, et je l'ai dit, des partis politiques, ce qui normalement ne nous concerne assez peu dans les listes citoyennes et participatives, même si certaines très très grosses listes, en l'occurrence l'archipel citoyen de Toulouse, s'est aventuré à créer son propre outil parti politique justement pour faciliter la gestion financière. On n'a pas capitalisé ça, mais à moins que vous fassiez un collectif citoyen à Toulouse, à Marseille ou à Lyon, je pense que ce n'est pas d'actualité puisque c'est une complexité extrêmement lourde de faire ça. Donc, règle de base à se rappeler, pas de flux financiers venant de personnes morales. Après, on y reviendra plus en détail, vos sources de financement principaux vont donc être des personnes physiques, soit via des dons, des prêts, des apports, on en parlera, ou des banques éventuellement qui peuvent vous prêter de l'argent dans le cadre de la campagne. Ça, c'était un peu la première grosse règle que je voulais vous donner. La deuxième, c'est peut-être plus pour, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont élus sortants, qui se représenteraient et qui auraient des questions. Non, bon, ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez être vigilant à ça si vous vous présentez par contre la mairie sortante. Il ne peut évidemment pas y avoir de soutien de l'institution mairie à la campagne de la liste sortante, ça va de soi. Mais c'est pareil, les juges ont une application assez stricte de ces règles. Donc n'hésitez pas en fait à rappeler aussi aux règles et à être vigilant de ce que fait votre mairie sortante dans l'utilisation des moyens de la mairie au service de la campagne. Quand on dit utilisation des moyens de la mairie, ça va être les agents, en fait, le travail qu'ils font, mais aussi il y a une forme de réserve sur la communication dans les mois de la campagne où, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais la mairie n'est pas censée lancer la communication sur des nouveaux projets qui pourraient être vus comme de la communication électorale. Donc il y a une forme de réserve un peu qui s'applique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de faire zéro communication, mais il y a une vigilance à avoir là-dessus. Donc n'hésitez pas à surveiller votre mairie sortante si vous vous présentez contre eux. Voilà, et donc je pense que ça va être un peu tout pour le point introductif. Alors, par contre, juste, excusez-moi, il faut qu'on parle dans les micros. Voilà, donc on va vous les passer. Donc en fait, quand tu dis de faire attention à, pour un sortant, en fait, bon, il n'y en a pas ici, c'est pas le cas, mais où toutes les dépenses, on est d'accord, elles commencent bien le 1er septembre. Tout à fait. Et donc c'est à partir de là qu'il faut être vigilant, surtout même si on n'a pas mis en place encore le budget ou on n'a pas encore désigné de mandataire, etc. On fait attention à toutes ces dépenses-là qui devront être rétroactivement, une fois qu'il y aura reprises par
le mandataire, on est d'accord. C'est un très bon ajout, je ne l'avais pas mentionné, mais tout ce qu'on va vous dire s'applique à partir du 1er septembre, là, dans nos campagnes des municipales, c'est-à-dire sur la période de la campagne électorale qui est de 6 mois pour les municipales, et c'est 6 mois au premier jour de 6 mois précédents, donc le 1er septembre. Et donc effectivement, et ça on pourra rentrer dans le détail après si vous voulez, il y a une vigilance à avoir de si vous avez déjà des activités électorales qui génèrent des coûts et que vous n'avez pas encore déposé de candidature et déclaré, en fait, si vous êtes dans ce cas-là pour les grosses communes de mandataires financiers, où il y a une forme de tolérance pour des petites dépenses faites au démarrage, mais vous êtes quand même fortement encouragé à déclarer une candidature le plus tôt possible pour être dans les clous pour la suite. Voilà. Et donc le dernier point que je voulais mentionner avant qu'on commence un peu les retours d'expérience, c'est que donc je l'ai déjà évoqué, il y a une limite très forte sur le seuil de 9000 habitants sur ces règles de financement. Alors il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez des seuils différents, mais sur le financement des campagnes, c'est 9000 habitants. 9000 habitants, population légale de la commune, donc ça vous pouvez aller vérifier en fait sur internet où vous vous situez, si vous êtes en dessus ou en dessous. Puisque, pour schématiser, on y reviendra en détail, en dessous, vous avez une très grande liberté et assez peu de contraintes. Et au-dessus de 9000, c'est beaucoup, beaucoup plus contraint en termes notamment de suivi des dépenses, le fameux mandataire financier qui est obligatoire, etc. Donc voilà, soyez bien vigilants dans quelle strate vous vous situez. Et on en parlait justement avec Benoît, qui lui, ils sont à la limite en fait aujourd'hui. Et donc, ne pas se tromper de case si votre commune est autour des 9000 habitants, parce que ça a des implications extrêmement lourdes. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions un peu préliminaires sur ce premier temps. Après, sachant qu'on va parler de pas mal de choses, donc c'est plutôt s'il y a des questions sur ce que je viens de dire. Juste pour savoir si très techniquement, à un moment, ce sera abordé, qu'est-ce qu'il faut faire à partir du 1er septembre en déclaration d'association ou de la mandataire, etc. Enfin, un truc assez technique, mais peut-être que... Je vais en parler. Alors, je ne sais pas si ça sera assez détaillé, mais c'est un peu l'idée, ouais. Et vos questions seront là pour compléter, du coup. Moi, c'est pour la déclaration en préfecture, du candidat. Si on part sur une liste participative, donc avec le choix du candidat qui ne se fera pas tout de suite au mois de septembre, comment on fait pour choisir le mandataire, sachant que c'est le candidat qui doit déclarer le mandataire à la préfecture et qu'on n'a pas de candidat, du coup, de ce fait. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on prenne encore une ou deux autres questions préliminaires. C'était la même. Bon, on l'a tout le temps dans la municipale assistance de Action Commune, vous n'êtes pas les seuls. C'était la question de la déclaration de candidature. Vous disiez tout à l'heure que pour commencer à prendre en compte les dépenses de campagne, encore faut-il qu'on déclare qu'il y a une petite tolérance, mais malgré tout. Ça veut dire que si on veut dépenser, entre guillemets, à partir du 1er septembre, il faudrait qu'au 1er septembre, on se soit déclaré. Alors comment, officiellement ou officieusement? Est-ce que c'est là aussi que je voudrais avoir, que j'aimerais avoir une petite réponse, oui. Bon, on est encore un peu dans le propos préliminaire, donc je vais répondre à ce bloc-là. Et puis tu verras si effectivement ça amène d'autres questions derrière, sachant que je n'ai pas prévu dans les thématiques trop ce volet-là, donc c'est bien d'en parler maintenant. En gros, ce que dit la réglementation, c'est que si vous engagez des dépenses qui sont de nature électorale, c'est-à-dire qui visent à promouvoir un collectif ou une candidature, ça doit rentrer dans le compte de campagne. Donc, si vous êtes encore dans une phase un peu de construction du collectif, que vous faites, je ne sais pas, des réunions plutôt internes, des choses plutôt de réflexion, etc., ça passera probablement sous les radars. À partir du moment où vous avez commencé à faire vraiment des réunions publiques, ce genre de choses, en fait, c'est des choses qui théoriquement rentrent dans votre compte. Si vous n'avez pas déclaré candidature, mandataire, etc., et que le juge administratif vient éplucher votre compte de campagne et qu'il identifie des choses qui ont lieu avant, qui ne sont pas dedans, il sera en mesure de invalider, retoquer, etc., votre compte de campagne. Après, c'est toujours une question de mesure du risque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps sur toutes les communes de France de plus de 9000 habitants d'aller vérifier exactement ce que vous avez fait. Mais si vous avez fait quelques gros événements dès le mois de septembre-octobre et que vous vous pointez en février pour déclarer la candidature à la date limite, ça vous met forcément un petit peu en risque. Et je continue sur la deuxième question, qui est totalement liée. Donc ça, c'est une question qu'on s'était posée, nous, à Chambéry. Donc finalement, en fait, on n'y a pas été confronté. Mais en théorie, effectivement, le système électoral français étant basé sur la figure de l'homme ou de la femme providentielle, souvent l'homme, c'est une tête de liste qui choisit ses colistiers, qui déclare son mandataire, qui lance son compte de campagne. Quand on est dans notre configuration, effectivement, c'est pas évident. Donc il se trouve que moi, j'avais envoyé justement une question à la Commission nationale des comptes de campagne pour voir comment on pouvait faire à l'époque, qui m'avait
validé la solution que je proposais. On n'a pas eu à l'appliquer, je n'ai pas connaissance de gens qui ont eu à l'appliquer en 2020, mais normalement, légalement, elle marche. Et donc, cette solution, donc il va falloir bien me suivre, attention, c'est que en gros, vous devez déclarer quelqu'un comme candidat tête de liste à partir du moment où vous voulez décompter des dépenses. Donc ça, c'est une formalité dont on ne peut pas se soustraire. Par contre, rien ne vous interdit de dire on va prendre quelqu'un de confiance du collectif qui, a priori, ne voudra pas être tête de liste. C'est encore plus simple si c'est le cas comme ça. Typiquement, quelqu'un qui veut bien être le dernier candidat, vous savez, où il y a toujours des gens qui ne seront pas élus à la fin de votre liste, normalement, enfin, sauf si vous faites 100% des voix, ou en tout cas, voilà, qui est plutôt sur le fond de la liste, qui va déposer une candidature, déposer un mandataire financier. Il peut commencer à engager des dépenses. Vous faites tranquillement votre processus de choix de la tête de liste. Et en fait, quand vous avez votre tête de liste qui est désignée, celle-ci va retourner en préfecture pour déposer une nouvelle liste avec son mandataire financier définitif. Et le premier, en fait, qui a commencé à engager des dépenses, le pré-candidat, si je peux dire, avec son pré-mandataire, vient dire à la préfecture, j'ai fusionné avec eux. Parce que vous pouvez fusionner des listes avant le premier tour, en fait. Dire, on a commencé à travailler séparément et on se rassemble. Donc, il faut bien faire le travail précisément des deux côtés. C'est-à-dire que le premier candidat, il devra bien faire un compte de campagne séparé qui sera annexé comme une... C'est exactement la mécanique des fusions de listes avant le premier tour ou après le premier tour. C'est la même mécanique, en fait. Donc, encore une fois, personne ne l'a testé, mais c'est une hypothèse qui, normalement, est juridiquement valable, puisqu'on m'a confirmé qu'on pouvait faire ça au niveau de la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, ça, c'est l'option, on va dire, la plus clean, si vous êtes sûr d'avoir un processus, de vouloir engager des dépenses significatives et d'atterrir sur votre processus un peu tard. Après, vous avez tout le champ des options intermédiaires qui peut être de dire ce que je disais tout à l'heure. En fait, le temps de la constitution de la liste n'est pas un temps très public. On ne fait pas de gros événements. Il n'y a pas d'engagement de dépenses important. Donc, on attend d'avoir choisi la tête de liste et à ce moment-là, on déclarera. Nous, c'est ce qu'on avait fait même dans une ville de la taille de Chambéry, en fait, parce qu'on avait, en fait, on faisait des choses avec pas de dépenses financières au début de la campagne. Donc, ça ne posait pas de questions. Et donc ça, oui, non, en fait, c'est ça votre principale autre option, si vous voulez vous éviter cette situation. Ou, ouais, non, c'est ça. Parce que après, vous pouvez aussi vous dire, mais ça, c'est peut-être un peu plus risqué. On va prendre quelqu'un qui est dans un peu tête de file du collectif, et si c'est lui le candidat, bah, comme ça, c'est bien, il continue. Sinon, il rattachera, comme je disais, mais ça va forcément créer une forme un petit peu d'inégalité au sein du collectif. Donc, moi, c'est pour ça que je conseillais plutôt de prendre quelqu'un qui était sûr de ne pas vouloir être tête de liste. Par contre, il faut quand même que cette personne soit sûre de vouloir être candidate, puisqu'elle va fusionner, donc elle sera sur la liste finale. Voilà. J'espère que c'est clair sur cette explication. Elle est sur la foire aux questions de Action Commune sur le site, si vous voulez relire ça au calme après, parce que c'est une question qu'on a tout le temps. Est-ce qu'il faut nécessairement que les deux mandataires soient différents dans ce cas de figure? On peut prendre la même personne pour les deux listes qui fusionnent? Je n'ai pas la réponse comme ça à ta question, il faudrait qu'on vérifie. Spontanément, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas de problème à ce que ce soit la même personne, qu'il n'y a pas de règle qui interdit d'être mandataire de candidat. Je ne sais pas, si quelqu'un c'est dans la salle, n'hésitez pas d'ailleurs. Moi, je voudrais savoir si, est-ce que nous, on a monté l'association et donc un parti. Est-ce que le parti peut se déclarer sans avoir de tête de liste? Alors, tu es Archipel du coup ou... Non, moi je suis Le Havre est à vous. Ok, et vous avez vraiment fait un parti dans les règles des partis politiques? Ouais. C'est pas juste une association de financement de la campagne? Non, c'est une association déclarée comme parti politique, avec un mandataire financier, et il nous faut un deuxième mandataire financier pour la campagne. Voilà. Alors là, moi je t'avoue qu'on va atteindre un peu mes limites sur ce cas de figure, parce que moi j'ai pas expérimenté ça et vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir fait, mais bon à savoir qu'il y en a au moins un deuxième collectif qui a tenté. Ah ouais, ok. Dans ces cas-là, en fait, en gros, comme le parti politique a le droit d'engager des dépenses, j'aurais tendance à penser que vous pourrez le raccrocher au compte de campagne a posteriori, puisque c'est des dépenses que le parti a le droit d'engager. Mais il faudra bien faire une forme de facturation du parti vers le candidat et suivre ça dans le compte de campagne. À vérifier quand même, cela dit. Ok. Oui, c'est une question technique par rapport à la perspective que tu nous proposes. Étant donné que c'est un candidat de la liste qui pourrait en fait se déclarer candidat d'une liste auprès de la préfecture avant de fusionner avec sa propre liste, est-ce qu'il faut avoir deux noms finalement de liste en fait? Enfin, je veux dire, le premier candidat qui fusionne avec le deuxième, parce que j'ai pas été jusque-là dans la réflexion du nom spécifique de la liste. On doit la donner, je pense, non? Oui, j'imagine.
Non, non, en fait, en théorie, c'est plutôt logiquement des noms différents, parce que là, encore une fois, on copie la mécanique des fusions de listes. Oui. Donc, typiquement, l'usage de cette règle, en règle générale, c'est, vous avez, je ne sais pas, les écolos et les filles qui ont commencé à lancer une campagne municipale, et puis ils arrivent à se mettre d'accord en décembre et ils fusionnent. Donc, ils avaient 2 noms différents, 2 trucs différents, et ils fusionnent. Là, nous, dans notre cas, c'est différent, parce que c'est le même collectif qui fait sa suite. J'avoue que je n'ai pas été vérifier ce point spécifique. Après, si vous voulez être prudent, vous dites, vous allez déclarer, si vous êtes sûr de faire comme ça, liste machin bidule préfiguration ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, ou préliste ou quelque chose comme ça. De toute façon, le nom qui est déposé en préfecture, il ne sera pas visible à la fin si vous êtes sûr que ce n'est pas la liste définitive, vu qu'il y aura le vrai candidat qui reviendra. Si on continue sur cette idée-là, en fin de compte, le fait de déclarer à la préfecture une personne, admettons que la tête de liste déclare en préfecture un mandataire, et on sait que, admettons qu'une personne de la liste, mais on va dire justement pas à la fin de liste, quelqu'un de bien positionné au début de liste, qui sait, qui va vraiment s'engager, quoi, déclare son nom en préfecture et déclare donc un mandataire. Qu'est-ce qui se passe si après, quand on fait le processus pour déterminer vraiment quelle sera la tête de liste, si c'est de nouveau lui qui est... Donc tout va bien. Si c'est pas lui, c'est vraiment très grave au niveau de la préfecture? Encore une fois, pas si vous utilisez la mécanique que je donnais. En fait, mais si on ne l'utilise pas, parce que... Ah ben non, parce qu'il faut que ce soit la tête de liste qui ait déclaré son mandataire et qui soit tête de liste. Donc si lui s'est déclaré en préfecture... Après, il y a un contrôle par rapport à la tête de liste qui va vraiment finalement être la tête de liste. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est la seule personne qui s'est déclarée au début, et la liste complète, vous la déposerez beaucoup plus tard en fait, dans la campagne. Oui, plutôt en janvier, février, non? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a encore il y a une question derrière sur le même sujet? On a d'autres sujets quand même. C'était juste une remarque que ça me paraît, c'est pas exactement la fusion, parce que pour que ça soit de la fusion, il faut que la deuxième liste, elle ait aussi été déclarée. On peut pas fusionner une liste qui est déclarée et une liste qui n'est pas déclarée, en fait. Si, parce que la deuxième, vous devez la déclarer, justement. C'est juste dans la foulée, la première fusionne avec la deuxième. Du coup, on la déclare après, quoi. Ah oui, forcément. Et on récupère les comptes de campagne de la première. Ça. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, encore une fois, c'est une solution qu'on vous propose par rapport à cette problématique qu'on nous pose souvent. Elle n'a pas été expérimentée sur le terrain, donc c'est à vous de voir aussi un peu selon vos temporalités et les dépenses que vous avez engagées. C'est-à-dire que si vous savez déjà un peu à quelle échéance vous allez désigner votre tête de liste, je ne sais pas, c'est en novembre, et que d'ici là, vous n'avez pas prévu des gros événements qui vont générer des frais, vous n'avez pas prévu de, recruter un salarié, etc. On va parler des types de dépenses après. Vous pouvez peut-être tenir jusque-là sans engager vraiment de dépenses significatives et aller déclarer la tête de liste que vous aurez choisie collectivement. Ça dépend de votre calendrier. Qui sont les personnes qui sont dans une commune de plus de 9000 habitants? Ok, c'est la grosse majorité. Donc les autres, c'est en dessous. Donc juste pour redire, les règles sont très différentes et c'est beaucoup plus simple. Donc il y a tout un tas de questions qui sont posées là, qui pour les communes de 9000 habitants ne se posent pas. Et donc voilà. Ouais, merci du rappel. Donc les moins de 9000, vous oubliez tout ce qu'on vient de dire, ça ne vous concerne pas. Vous êtes tranquille. Donc pour le point suivant, ce que je vous proposais, c'est que j'ai pris un peu 3 thématiques de sujets. La première thématique, c'est la question plutôt des recettes. Où est-ce qu'on va chercher l'argent pour faire une campagne? Donc tout ce qui va être les dons, les apports, les contributions, etc. La deuxième, c'est les dépenses. Donc voilà, typiquement, quel type de dépenses on peut faire, de quoi on a besoin aussi quand on monte une campagne électorale. Et la troisième, ça va être, là, ça concerne plutôt à nouveau les plus de 9000, les questions de plafond de dépenses et de remboursement de l'État, même s'il y a un petit peu la question pour les plus petits, mais ça ne vous concerne que sur la propagande un peu officielle, donc c'est quand même beaucoup moins important. Et sur ces 3 sujets, ce que je vous propose, c'est qu'on va tous les 3 un peu témoigner, puis après on vous passe la parole si vous avez soit des compléments, soit des questions par thématique. Ça permet de structurer un petit peu la discussion. Donc la première, c'est sur les questions de recettes, de où est-ce qu'on trouve de l'argent pour financer sa campagne. Et peut-être pour que j'arrête de parler tout le temps, on va commencer par Benoît et Léa, dans l'ordre qui vous va, sur votre témoignage plutôt de petite commune, justement. Moi, je vais commencer. Ça marche? Oui. Je vais commencer par ma commune, du coup, Pennes, 500 habitants, un peu plus. Nous, c'était essentiellement des dons. Donc, soit des candidats ou des personnes très proches des candidats, c'est-à-dire la liste de 42 personnes qui faisaient partie du collectif, soit des caisses à dons qu'on mettait à tous nos événements publics, et on en a fait beaucoup entre des réunions publiques ou pas du porte-à-porte, mais des petites réunions dans les hameaux du village où on avait une caisse à dons et les gens donnaient ce qu'ils voulaient, et ça a été nos 2 seuls apports financiers, voilà. Et en même temps,
c'est pas le sujet encore, mais on n'avait pas beaucoup de dépenses par la suite, donc on n'avait pas besoin de plus ou d'aller chercher vraiment des appels à dons de manière préoccupante quoi, et active. Voilà. Pour un budget total d'à peu près combien, juste qu'on donne un ordre de grandeur Traveler? Très peu, je ne me rappelle pas du tout. Je pense qu'on est autour de 1 500 €, quelque chose comme ça, mais vraiment voilà, quelque chose d'assez faible. Et ce n'est pas un apport financier, mais par contre, on avait eu un droit très fort à l'accès aux moyens en nature de la mairie, de manière égale entre les listes en fait. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai du mal à juger de la légalité d'ailleurs de ça, du fait que la mairie vraiment laissait porte ouverte des salles de réunion par exemple, tant qu'elles n'étaient pas réservées pour d'autres choses bien évidemment, ou de la photocopieuse. Mais les deux listes, on a eu accès à ce qu'on voulait en nature sur ces deux axes-là, c'est-à-dire impression et réservation de salles, donc la salle des fêtes et les salles de réunion de la mairie. Donc c'est un apport en nature très fort, puisque pour le coup, ça représente, je pense, si on l'avait valorisé en termes d'écriture budgétaire, la majeure partie de notre budget, même si on ne l'a jamais écrit du coup sur des comptes. Juste pour compléter là-dessus, si vous aviez été dans une commune de plus de 9 000 habitants, ces trucs-là auraient dû être valorisés justement dans le compte. Je pense que ça ne pose pas de gros problèmes légaux s'il y a un égal accès de toutes les listes. Par contre, il aurait quand même fallu tout décompter et compagnie, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plus grosses communes qui ont cette pratique-là. Mais par contre, c'est plutôt chouette, je trouve. C'était très confortable pour tout le monde, et on ne s'est pas trop posé de questions du coup. Alors, il y a une règle spécifique sur les salles, effectivement, où ils doivent mettre à disposition des salles en donnant un égal accès justement à tous les candidats. Mais ça, c'est vraiment une règle spécifique sur les salles. Sur tout ce qui est photocopie et tout, à ma connaissance, il n'y a pas de règle obligatoire. Oui, et du coup, Saint-Péret, nous, on est en cours de constituer le collectif et la campagne qui va débuter. Donc, ce qu'on a prévu en termes de recettes, c'est aussi, un peu comme vous, de mettre des caisses à disposition pour des dons. Et on a prévu aussi une campagne de financement participatif. Donc j'ai sondé un peu dans le réseau, est-ce que des gens ont déjà fait ça? J'ai réalisé que en fait non, et j'ai compris pourquoi récemment. C'est que en fait nous, le collectif, on a décidé de se constituer en association. On a créé une association, et donc on a ouvert un compte bancaire, voilà, etc. Et logiquement, on s'est dit, notre campagne de financement participatif, on va le faire avec notre association sur Hello Asso, etc. Est-ce que c'est possible? Non. Alors, on peut collecter des sous, mais on n'a pas le droit d'utiliser ces sous pour la campagne. Pour la bonne raison que l'a signalé Martin, c'est que une personne morale, donc une association, ne peut pas donner à une liste et donc ni contribuer en faisant en faisant des impressions, en louant des salles, etc. pour le bénéfice de la liste. Et donc du coup, là, ce qu'on a trouvé, c'est de se dire, en fait, cette campagne de financement participatif, on a quand même envie de la faire, a priori. On va devoir la faire sur une plateforme qui n'est pas spécifique pour une association, mais qui permet à un individu de lancer sa campagne. Donc on va identifier quelqu'un qui est OK pour le faire et donc collecter les sous comme ça. Et donc c'est une personne physique qui a collecté les sous via son compte de campagne de crowdfunding qui va pouvoir du coup engager des frais pour la liste de cette manière-là, avec la limite que ça ne doit pas être un montant supérieur à 4 600 €, puisque c'est le montant maximum qu'une personne physique peut donner à une liste dans le cadre d'une campagne. Petite question concernant les communes de moins de 1000 habitants, ce qui est le cas là. Qu'en est-il du remboursement possible des frais de campagne, sachant qu'a priori il y a une loi qui vient d'être passée pour harmoniser les élections, et les communes de cette strate auraient les mêmes obligations que les communes plus importantes? Alors j'avoue que là, on est à la limite de ma mémoire de 2020, c'est-à-dire que effectivement, normalement, je me souviens qu'on a fait imprimer nos plaques de profession de foi et tout à une imprimerie, et que c'était justement pour avoir une facture. Et donc j'imagine qu'on s'est fait rembourser le côté propagande officielle par l'État, mais je ne me rappelle pas du tout du mécanisme ou du montant. Voilà. Du coup, j'ai un peu potassé.
Alors en fait, effectivement, dans les communes de moins de 9000 habitants, il n'y a aucune dépense liée à la campagne, hors l'impression des bulletins, l'impression des affiches officielles sur les panneaux et l'impression de la profession de foi qui ne peut être remboursée. Tout le reste, vous faites des flyers, vous louez des salles, vous organisez des événements, etc. Tout le reste ne sera pas remboursé. Et ce qui est remboursé, c'est avec un... Voilà, il y a des taux maximum, etc., qui vont être publiés en décembre sur ça. Donc c'est ça la contrainte. Voilà. Ça répond à la question. Et je ne savais pas qu'il y avait une spécificité des moins de 1000 habitants, mais peut-être que du coup, vous avez été aligné sur ce régime-là. Peut-être qu'avant, il n'y avait même pas les bulletins et compagnie, et que maintenant, il y a. Du coup, ça, je ne sais pas, il faudra vérifier. Donc, avant, le mode électoral était à la majorité. Plus proche du micro. Dans le souci d'harmoniser, ça sera également la proportionnelle. Donc, est-ce que par la suite, la déclinaison est la même? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'impression et la distribution étaient remboursées pour les communes, je crois, au-dessus de 2000 habitants, et qu'en dessous, il n'y avait que l'impression. C'était ça, en tout cas en 2020. Voilà. Ça a changé, c'est une nouvelle loi, je ne suis pas forcément au courant. Bon, donc pour les très petites communes, enfin les moins de 2000 ou moins de 1000, on vous conseille de vérifier vu qu'on n'a pas forcément l'info fraîche. Et moi, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est effectivement ce remboursement qui est dans toutes les communes maintenant a priori, ou en tout cas qu'il était au moins sur les plus de 2000, de ce qu'on appelle la propagande officielle, donc affiche, profession de foi, bulletin. Moi, de mémoire, sur notre campagne, en fait, vous avez même une mécanique où en fait, ça peut être la préfecture qui paye en direct. En fait, ça s'appelle la subrogation. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, en gros, vous leur donnez toutes les informations, vous traitez avec un imprimeur, et après, c'est eux qui payent en direct. Donc, c'est assez intéressant parce que ça vous allège la gestion de tout ça. Et ça, c'est plus simple quand vous bossez avec, il y a des imprimeurs dans toutes les régions qui ont l'habitude de faire ça. En fait, il faut en trouver un. Et puis, en fait, lui, il vous dira comment faire, même avec la préfecture. Il aura les bons contacts, il saura tout gérer. Voilà. C'est ça, voilà. Et après, effectivement, en fonction, ils géreront ou non l'impression, l'affichage, le machin et tout ça. Je crois qu'il y avait une autre question. Et là, après. Donc, oui, moi, ce sera rapide. En fait, quand vous avez dit qu'une asso ne pouvait pas donner à une liste, ça s'applique aussi aux communes de moins de 9000 habitants. Toute taille. Ouais. Toute taille. Aucune asso, aucune entreprise, aucune personne morale. Il n'y a que des personnes physiques, des individus qui peuvent donner pour contribuer à la campagne. Et les partis, évidemment. Oui. D'accord. Et est-ce qu'aussi une association culturelle peut organiser un événement qui soutiendrait une liste? Enfin, non, ça pourrait pas être... Alors, elle peut organiser un événement si elle fait l'objet d'une prestation facturée, comme un service qu'on achète, de la manière qu'on achète l'impression de prospectus, on achète l'organisation d'un événement, mais il ne peut pas y avoir du coup de dons. Ça doit être... Ouais. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant la campagne de financement participatif que tu as mis en place. Donc, c'est une personne qui a organisé la collecte et qui a procédé aux dons financiers à la liste. Il n'y avait pas d'obligation de collecter les coordonnées de toutes les personnes qui avaient participé au financement. Alors d'un point de vue des communes de moins de 9000 habitants, il n'y a pas d'obligation réglementaire de déposer les comptes de campagne de manière formelle au centre national, tout ça. Par contre, c'est bien de les tenir à jour pour pouvoir justifier que justement, il n'y a pas eu au niveau des règles, il n'y a pas eu d'associations, d'entreprises qui ont contribué aux dépenses, etc. Donc ça, il faut quand même le faire. Effectivement, du coup, là, on ne l'a pas encore lancé, on va le faire, hein, mais ce sera une personne qui va faire un don. Pour le coup, dans une campagne de financement participatif, on a quand même la liste de toutes les personnes qui ont donné, leurs coordonnées, etc. Donc, ça n'empêche pas d'avoir ce tracé-là. Et ouais, donc petit complément, donc la solution de Benoît peut fonctionner pour des moins de 9000. Pour des plus de 9000, vous ne pouvez pas avoir ce système d'intermédiaire.
Par contre, ce que vous pouvez quand même faire, mais ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez fait toute la procédure de déclarer le mandataire financier, avoir son compte en banque. Par exemple, là, j'ai vu dans le guide que depuis cette année, c'est autorisé de passer par une plateforme type PayPal. Vous faites une page et par contre, il faut que ça arrive directement, il faut que ça aille directement du compte de la personne individuelle au compte du mandataire. Il n'y a pas cette logique d'intermédiaire, mais il commence à y avoir une ouverture sur ces trucs de paiement numérique. Il ne mentionne pas pour l'instant dans le guide, donc là, il faudrait aller vérifier plus en détail des trucs type LOSO et compagnie. Si vous branchez un LOSO directement sur le compte du mandataire financier, moi, par extrapolation, je me dirais que ça devrait marcher aussi vu que ça marche pour PayPal, mais ça mériterait peut-être plus de vérification. Vous voyez, là, on touche un peu à la limite des expérimentations. Donc, ce que je vous incite à faire, j'en profite pour faire une page de pub. Donc, vous avez ces fameuses visio municipales assistance. Vous pouvez aussi, si vous avez des retours d'expérience juste intéressants, vous faites un petit mail ou sur le Discord d'Action Commune pour nous donner vos idées. Typiquement, vous avez été posé une question à une autorité, genre la Commission nationale ou un truc comme ça, qui vous a donné une réponse. Vous nous l'envoyez et nous, en fait, on se charge de la capitalisation parce que, grosso modo, on a un peu tous les mêmes questions. Et moi, ce que j'ai trouvé en 2020, c'est que, enfin, c'était rigolo, la commission, ils ont été très réactifs dans la réponse, c'était très détaillé, très poli, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde en vrai qui les sollicite, parce que les parties sont un peu dans leur routine, leur fonctionnement habituel, et nous, on a un peu des ovnis. Donc, je pense qu'ils peuvent être très très durs si on ne respecte pas les règles. Par contre, si on pose des questions, à mon avis, ça doit plutôt les amuser, en fait, de se dire c'est qui ces zozos là qui testent des trucs, voilà. Et intellectuellement, ça doit les stimuler, je me suis dit, voilà. Ça leur change. Il y avait une question là. Pour les caisses à dons, je me demandais si c'était obligatoire de régler par chèque pour avoir une traçabilité de qui avait payé, ou si ça pouvait être des dons en liquide. Je vais redire la question. Donc, c'était caisse à dons, dons en liquide. Est-ce que les dons en liquide sont possibles ou est-ce qu'il faut uniquement que ce soit des chèques, des virements? C'est ça ta question en gros. Voilà, donc les dons en liquide sont possibles. Il y a un plafond qui est différent. Je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'était... Ouais, quelqu'un a le chiffre de tête? Ouais, 150. Enfin, c'est beaucoup plus bas le plafond des dons en liquide que le plafond de 4500 qu'on a évoqué. Mais par contre, ils sont autorisés, oui, les dons en liquide. Voilà. Je rajouterais que pour les petites communes qui n'avaient pas pris, quand tu n'as pas monté d'assaut, des choses comme ça, en fait, c'est presque une obligation. Nous, on ne savait pas gérer un chèque ou un virement bancaire, on n'avait pas de compte. On n'avait qu'une caisse de liquide, quoi. Avec une compta ultra sommaire. Mais encore une fois, village de 500 habitants, on a acheté de la nourriture, de la boisson et on a fait lors des réunions publiques des petits buffets, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait et on a payé quelques affiches, les hors format de l'imprimante de la mairie, plus la profession de foi. Les dépenses étaient très sommaires. Je pense qu'on a fait des petits comptes, mais ça tenait sur une page et c'était rien du tout. C'est juste une extension de la question qui a été posée pour les dons en espèces. C'est 150 € maximum en tout. Alors non, je suis en train de vérifier. Donc c'est 150 € par personne. Mais attention, le montant total des dons en espèces ne peut excéder 20% du montant des dépenses autorisées. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une limite individuelle et une limite globale. Là, c'est, je pense, pour les plus de 9000. Bon, de toute façon, je pense que vous étiez très loin de votre plafond de dépenses. Ouais, et l'ordre de grandeur, pour nous, on a estimé un budget de dépenses de l'ordre de 3000 €. Voilà, pour une commune de 7800 habitants. Et c'est à peu près, voilà, j'ai questionné un peu les uns les autres sur des campagnes précédentes, c'est un peu cet ordre de grandeur. On va prendre une dernière question et puis après je ferai moi mon petit rétexte parce qu'on a parlé de pas mal de trucs des plus de 9000 sur les recettes, mais on n'a pas tout dit encore. C'est plus un témoignage. Nous, on est 4200 habitants. On a fait une campagne l'année dernière, la dernière fois. Et pareil, nous, on avait des dons en nature, on avait des dons en liquide parce qu'on n'avait pas de compte en banque. Et on a même loué un QG de campagne. Et donc ça apparaissait dans nos comptes de campagne. Mais après, comme tu dis, nos comptes de campagne n'étant pas déposés et certifiés par un commissaire aux comptes, etc., c'était très succinct et on a été remboursé sur les trucs officiels, la propagande officielle que tu as évoquée. Donc bon, et on n'est pas à 500 habitants, on est 4200, quoi. Ouais.
Effectivement, en fait, un peu principe de base, comme je disais au début, c'est qu'en gros, en dessous de 9 000, vous ne serez pas remboursé en dehors de la fameuse propagande officielle. Donc l'État a beaucoup moins de regard parce qu'en fait, vous n'allez pas être remboursé. Donc les formalités que vous avez à respecter sont vraiment sur des règles de principe très basiques, comme ces histoires de non-personne morale et compagnie, où si vous faites vraiment n'importe quoi, vous serez rattrapé par la patrouille. Par contre, effectivement, il y a beaucoup moins d'obligations déclaratives, etc. Et donc, pour conclure sur cette question des recettes, moi, je vais vous faire un petit rapide retour d'expérience de ce qu'on avait fait. Donc, un point important, c'est comme je le disais, quand vous dépassez les 9000 habitants et sur certaines conditions, donc notamment, il faut que je les ressorte, mais c'est la fameuse règle, il faut faire plus de 5% des suffrages et puis après, vous avez quelques autres conditions, vous serez remboursé d'un certain montant par l'État. Ce montant, il a un mode de calcul assez complexe, c'est-à-dire que vous allez avoir pour chaque commune un plafond de dépenses. Le plafond de dépenses, il est déterminé par le nombre d'habitants. Rien que le calcul du plafond de dépenses, ce n'est pas évident parce qu'en fait, vous avez un plafond de 9 000 à 15 000, puis de 15 000 à 25 000. Et ça marche un peu comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous devez calculer combien vous avez de 9 000 à 15 000 d'habitants fois un chiffre, puis de 15 000 à 20 000, puis de 20 000 à 25 000 à peu près. Donc, il y a tout un calcul à faire qui n'est pas déjà évident. Que vous multipliez en plus par un coefficient multiplicateur, voilà, et vous arrivez au plafond des dépenses de campagne sur votre commune, un plafond pour le premier tour, un plafond pour le deuxième tour. De ce plafond-là, si vous satisfaisez les conditions et notamment dépassez les 5%, vous serez remboursé je crois que c'est de mémoire, c'est 45% à peu près de vos dépenses. Donc, la logique en fait de fonctionnement de ça, généralement, en tout cas la façon dont le font les partis classiques, c'est que l'homme providentiel étant généralement un homme blanc d'un certain âge assez fortuné, il va avancer une partie de ses deniers personnels, l'apport du candidat, en escomptant faire plus de 5% pour se faire rembourser par l'État. Et le reste des dépenses, en fait, la partie non remboursée, c'est là que vous allez aller chercher des dons de sympathisants. Ou alors, vous faites un emprunt à la banque, justement, si vous n'avez pas un apport personnel. Donc vous avez ces différentes solutions. La solution du candidat tête de liste fortuné, généralement, se présente moins dans les LCP. Il peut y avoir un heureux hasard, mais ce n'est pas trop la philosophie selon laquelle on travaille. Donc à partir de là, vous avez deux options. Vous avez l'option de l'emprunt qui, je crois, a été évoquée par quelqu'un, emprunt en banque. Ce n'est pas forcément évident. Là, c'est plutôt un problème. Moi, c'est même au-dessus de notre strate. C'est plutôt les vraiment grosses villes qui sont sur ces questions-là, puisque en fait, les banques n'ont pas d'obligation de vous prêter. C'est-à-dire que s'ils refusent, ils vous font un papier, et puis au bout d'un moment, vous allez voir la Banque de France en expliquant que vous avez eu un refus bancaire. Voilà. C'est un peu les aventures qu'a le Rassemblement national. Ils en parlent souvent dans les médias, vous avez peut-être vu. Mais bon, ça arrive aussi à des fort respectables LCP potentiellement. Donc, je vous propose, s'il y a des questions là-dessus, on les prendra et puis on en parlera en détail de la relation aux banques. Par contre, pour pas mal de communes, j'ai l'impression qu'on a pas mal de communes un peu intermédiaires qui sont entre 9 000 et puis peut-être comme nous, 50-60 000 habitants. Nous, notre budget de campagne, il était autour de 60 000 € pour le premier tour. Et en fait, on a réussi à gérer ça soit via des dons, soit via des apports du candidat et des colistiers. Parce que les colistiers peuvent aussi faire des dons ou des prêts aussi de sympathisants, parce qu'une personne physique peut aussi faire un prêt au candidat tant que tout est bien enregistré. Et donc nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un grand tour de table. Tous les gens qui étaient candidats, parce qu'en fait, les recettes, vous pouvez les acquérir au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout dès le début. Donc au fur et à mesure qu'on validait la liste qu'on a validé, on avait plusieurs étapes, la liste des candidats. Les gens qui étaient sûrs d'être candidats ont fait des apports à la mesure de leurs moyens, y compris la tête de liste au final. Les autres personnes qui étaient sûres de ne pas être candidates faisaient des prêts si elles avaient les moyens, jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil qu'on pensait pouvoir se faire rembourser, donc le fameux la moitié en gros du plafond. Et donc ça, c'était un peu notre budget de base. Et puis après, on a rajouté par-dessus tous les dons qu'on a reçus, qui étaient un petit peu du bonus, en essayant de préférence de se garder une petite marge, parce que vous avez toujours des dépenses qui sont jugées inéligibles, qui fait que vous serez remboursé un petit peu moins que ce que vous estimez. Donc ça, c'est une stratégie possible, j'allais dire, pour les communes un peu moyennes à grosses. Pour les très grosses, c'est un domaine que je connais moins, donc il faudra plutôt effectivement soit qu'on partage dans la salle les expériences. Voilà pour la partie recettes. Ça génère déjà des questions. Parce que du coup, le prêt, on le fait à qui, puisqu'on ne connaît pas la tête de liste? Oui, pardon. Il faut que vous ayez quelqu'un, un mandataire, un compte bancaire, quelqu'un à qui faire le prêt, sinon vous en sortirez pas. C'est compliqué. Hein, ouais. Mais d'où le fait que, mais c'est là qu'on a une tension de est-ce qu'on vous partez dès maintenant parce que vous êtes sûr d'aller faire des dépenses importantes sur cette solution provisoire, ou vous dites à l'inverse, on essaie de faire une campagne low cost jusqu'au moment où on a à minima, on a la tête de liste, et là on pourra commencer à enclencher.
La seule petite marge de manœuvre que vous avez, et ça nous on s'en est servi par contre, c'est que si vous avez la tête de liste mais que vous n'êtes pas sûr de tout le reste de la liste, parce que des fois ça prend un peu de temps pour décanter le reste, vous pouvez avoir quelqu'un qui initialement fait un prêt parce qu'il n'est pas sûr d'être candidat, le candidat le rembourse en anticipé et il repaye le même montant d'apport une fois qu'il est candidat. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Voilà. Non. En fait, en gros, c'est-à-dire que quand tu fais un apport personnel, c'est que tu es candidat. Et donc, en gros, tu te feras rembourser que si ta liste fait le plus de 5% et compagnie est remboursée de l'État. Si tu fais un prêt, tu prêtes personnellement au candidat, le candidat te doit personnellement de l'argent. Et s'il ne se fait pas rembourser, tant pis pour lui, il va devoir se débrouiller pour trouver l'argent sur ses deniers propres pour te rembourser. Après, tu peux faire une cagnotte, machin, tout ça. C'est pour ça qu'il faut aussi bien jauger si vous serez capable d'être au-dessus de 5% ou pas. Si vous n'êtes pas certain du 5%, je vous conseille d'y aller très très mollo sur les dépenses parce qu'après, c'est votre argent personnel qui est en jeu des candidats. Et donc, en gros, ce que je viens de dire, c'est que si tu ne sais pas encore qui va être candidat, une personne qui est membre du collectif, qui hésite, peut-être elle sera candidate, peut-être elle ne sera pas, elle peut toujours faire un prêt à la tête de liste et à son mandataire. Et en fait, si finalement elle est candidate, elle n'a pas le droit de se prêter de l'argent à elle-même vu qu'elle est candidate sur la liste. Par contre, tu peux lui rembourser, puis elle redonne le même montant en apport financier. Ce qui te permet d'avoir le même montant sous la main. Par contre, cette fois-ci, elle a engagé ses sous personnellement, elle n'a pas prêté de l'argent à quelqu'un. C'est aussi une forme, moi, ce que je trouvais bien dans ces systèmes, nous, on a beaucoup fait ça, hein, répartir l'apport sur beaucoup de candidats. Je pense que j'ai l'impression que les partis classiques font beaucoup moins ça, même si ça se fait un peu. Nous, il y avait vraiment, quasiment tout le monde a mis au pot à la mesure de ses moyens. C'est que c'est vraiment un partage du risque aussi, en fait. C'est-à-dire que si on s'était planté dans les grandes largeurs, eh ben, on aurait tous perdu 500, 1000, 200, 2000 pour ceux qui ont des gros moyens euros. Et par contre, il n'y a pas une personne qui a perdu 30 000 euros, quoi. Pour les remboursements de l'État, vous avez dit 45%, c'est jusqu'à 45% du plafond autorisé ou c'est 45% des dépenses réelles? C'est 45% du Donc plafond. si on dépense 45% du plafond, on est remboursé de tout. C'est ça, mais c'est un peu ce que je disais, nous, dans la logique de budgétisation, c'est qu'on était parti de ce qu'on pensait pouvoir se faire rembourser. Tu en enlèves un petit peu parce que tu es sûr que tu vas avoir un petit peu de trucs qu'on te dit c'est inéligible. Et en fait, après, le reste, c'est tes dons. Et tu grossis ton budget au fur et à mesure que tu as des dons. Voilà. C'était bien de préciser ça, c'est-à-dire que c'est bien 45% du plafond. L'expérience qu'on a eue en 2020 à Concarneau, c'est qu'on a dépensé 45% du plafond et on a été remboursé de l'intégralité. Sauf des questions sur le fait qu'on est... C'est pour préciser que la commission des comptes de campagne épluche les comptes. Ils nous ont interrogés sur le fait qu'on avait utilisé beaucoup de cartouches d'imprimante alors qu'on aurait pu avoir recours à un imprimeur. C'est un très bon exemple, c'est ce niveau-là, hein, vraiment. Ils sont... Mais c'est plutôt rassurant sur le contrôle des comptes, de la probité électorale en France. Hein. Moi, ça me va qu'il soit chiant. Voilà. Je vous propose qu'on passe aux deuxième thématique, qui est plutôt le volet dépenses. Et on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par Léa et Benoît sur le type de dépenses que vous avez fait, comment vous avez priorisé, etc. Okay. Moi, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, je l'ai teasé. On a eu assez peu de dépenses, donc, et c'était essentiellement de quoi offrir un coup à boire ou un petit peu à grignoter pendant les réunions. Et comme la particularité de ma commune, c'est qu'on est une très grosse commune avec plein de hameaux. Enfin, je veux dire, une grosse commune géographiquement parlant. Et du coup, on s'est beaucoup déplacé dans les hameaux où, pareil, on faisait des petits déj ou des petits apéros, des choses comme ça. Donc, c'était essentiellement ça. Et les impressions ont été largement payées par la mairie et par l'État pour les impressions de propagande. Donc, du coup, on a eu quelques impressions hors format, mais très peu. Donc, voilà, frais de bouche au final, essentiellement. Alors nous, on n'a pas encore lancé la campagne, donc on est plutôt dans ce qu'on prévoit de dépenser. Et on a déjà eu des dépenses, d'où la création de cette association, d'un compte en banque, etc. Donc on a acheté du coup un accès à un site pour gérer les contacts. On a la dépense d'assurance, tout ce qui est lié à l'administratif. Et du coup, on a aussi prévu l'organisation d'événements, donc de location de salles, d'impression de flyers, pour qu'on a visé qu'il y ait à peu près un support visuel distribué dans chacune des boîtes aux lettres avant la campagne et la profession de foi officielle.
De la formation aussi, on a mis ça dans le budget, le fait qu'on prévoit qu'il y ait des formations à l'intelligence collective au sein du collectif pour nous aider à monter en compétences là-dessus. Voilà, à peu près. Est-ce que ça vous va si je fais mon rétexte, moi, comme ça on aura fait tous les niveaux ce coup-ci et après on passe aux questions, c'est peut-être plus logique. En fait, c'est bien parce qu'en passant dans l'ordre de taille du plus petit et du plus gros, on rajoute des nouvelles types de dépenses, parce qu'on a évidemment, nous aussi, à payer des coûts à boire aux militants. J'ajouterais dans le genre de dépenses basiques, si vous avez, alors sur une municipale, c'est un peu moins le cas, c'est plus sur des élections de type législative, mais encore que sur une grosse commune, vous pouvez aussi vous faire rembourser des frais de déplacement. Typiquement, si vous avez 1 ou 2 personnes dans une commune très étendue qui fait des bornes et des bornes en tournant entre les hameaux, ça peut être une dépense qui est éligible. Donc après, tout ce que disait Benoît sur les dépenses de communication, c'est souvent un très gros poste. Les impressions, évidemment. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, moi je vous recommande vivement, parce que moi ça a été mon expérience, de trouver un bon imprimeur avec qui vous avez une relation de confiance, qui sait faire ce genre de truc, qui sait sortir des flyers, du jour pour le lendemain, parce que voilà. Donc moi, on a eu la chance d'avoir ça, il faisait toutes les factures clean et tout, et en fait, à la fin de la campagne, on a fait le total, on avait tout bien propre. Je vous conseille vivement d'essayer de faire ça plutôt que d'aller à l'Ocopie du coin et puis de changer tout ça, parce qu'après, vous allez vous perdre complètement. Et de manière générale, surtout dans une ULCP, les impressions, c'est quand même un volume important, parce que vous allez faire des réunions publiques, du tractage, peut-être du boitage aussi. Nous, on avait essayé aussi de faire du boitage sur toutes les boîtes aux lettres de la commune, sur quelques documents très importants. Bon, il faut avoir les forces militantes derrière, mais si vous faites ça, c'est des volumes énormes d'impression potentiellement. Donc ça, c'est une grosse famille. Après, ce qui arrive assez classiquement quand on commence à être dans une un peu plus grosse commune, c'est de louer un local de campagne. Donc ça, nous, on l'avait fait aussi. C'est tout de suite un poste budgétaire un peu important. Le point de vigilance que je mettrais si vous faites ça, c'est aussi de s'y prendre très tôt. Parce que, en fait, nous, moi, c'est moi qui m'en étais chargé pour le collectif. Il y a énormément de bailleurs qui ne veulent pas louer à une campagne électorale parce que ça leur fait peur. Souvent, vous avez loué des surfaces commerciales, en fait, parce que c'est bien d'avoir une devanture et tout. Et ils se disent, oulala, mais après, ça va être estampillé et tout. Donc, nous, on avait fini par trouver dans un truc auprès d'un particulier qui avait une surface commerciale qui était vacante depuis des années parce qu'elle était un peu pourrave, mal foutue. Ça nous allait bien parce que c'était très bien situé. Mais c'est parfois un peu la croix et la bannière. Donc, voilà, recommandation de s'y prendre assez tôt si vous voulez avoir un local. Par contre, moi, ce que je dirais de notre expérience, quand vous êtes dans une plus grosse ville où vous avez des collectifs de militants, où vous allez très vite faire des réunions à 20-30, où vous allez devoir stocker du matériel, où vous aurez des réunions un peu à pas d'heure, n'importe quand et tout, c'est extrêmement précieux en réalité d'avoir un local. Alors, pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà, je ne sais pas, un bar ou un truc comme ça où vous allez très souvent et tout, mais ça donne quand même une forme de sécurité d'avoir son local. Donc moi, alors j'ai pas un nombre d'habitants précis, mais quand vous commencez à être dans une commune en dizaines de milliers d'habitants, c'est vraiment une recommandation que je vous ferai. C'est quand même extrêmement aidant et puis c'est pas pour rien que les autres font ça. Et si vous êtes un petit peu malin, je regarde notre camarade du Havre, si vous avez un local de votre parti politique, par contre, vous pouvez louer le temps de la campagne. En fait, les partis, c'est comme ça qu'ils se payent leurs locaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une campagne électorale, c'est le local de campagne. Et donc, pendant 6 mois dans l'année, à chaque fois qu'il y a une élection, ils payent le loyer comme ça. Voilà. Mais ça marche que si vous avez un parti. Si vous avez une asso, comme on l'a dit, ça ne marche pas aussi facilement que ça. Ensuite, et oui, le dernier point que je voulais dire sur les dépenses, et là c'est pareil, c'est quand on commence à être plutôt dans la grosse strate, vous pouvez salarier des gens. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait. C'est aussi assez utile pour avoir des personnes qui sont sur des fonctions de coordination, sur des aspects assez logistiques, pratico-pratiques, ce qui vous dégage l'esprit sur la partie plutôt politique d'aller vers chez les habitants. On n'a pas de doctrine au niveau d'action commune là-dessus. C'est vous qui voyez si ça vous paraît pertinent ou non. Moi, je sais qu'à Chambéry, on avait trouvé ça extrêmement aidant. On avait trouvé quelqu'un qui était très chouette, qui était d'ailleurs pas une personne issue du collectif. On avait tapé dans le réseau un peu élargi pour avoir justement quelqu'un qui n'avait pas d'enjeu en fait, politique, qui venait parce qu'elle était sympathisante, évidemment, elle croyait en ce qu'on faisait, mais il n'était pas question qu'elle soit candidate ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. Et c'était plutôt intéressant. De là se posera quand même la question de comment vous faites pour payer cette personne. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'en fait, en gros, on a beaucoup parlé du mandataire financier, qui est donc la personne qui doit engager les dépenses. Là, je suis vraiment commune de plus de 9000. Hein, donc les autres, vous fermez vos oreilles, si vous voulez. Ce mandataire peut être une personne physique ou ça peut être ce qu'on appelle une association de financement de campagne. Donc les grosses campagnes, les présidentielles, les machins, tout ça, ils font toujours ça. Et dans les grosses villes, les partis ont tendance à faire ça. Un des intérêts de l'association de financement de campagne, c'est qu'étant une association personne morale, elle peut prendre des salariés.
J'ai pas trop connaissance de communes participatives qui auraient fait ça, parce que c'est quand même ultra lourd de salarier des gens dans une asso au départ, hein, de prendre ses premiers employés et compagnie. Donc moi, de ce que j'ai vu, la plupart des gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé soit des personnes qui pouvaient être sur des formats type auto-entrepreneur ou prestataires, enfin déclarés, etc., sous différents formats. Donc ce qui peut poser des petites questions après de principe, hein, selon où vous vous situez sur ces questions. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par une coopérative d'activité économique qui est, vous savez, ces trucs, c'est un peu l'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur et le salariat. C'est-à-dire que les gens sont salariés de leur coopérative et vous payez la coopérative pour les services de cette personne en particulier. Il y en a un peu partout en France de ces structures-là. Voilà, je crois qu'il y a des gens d'ailleurs de fréquence qui travaillent au statut CAE, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez classique. Voilà. Toi aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est un format assez classique. Vous en trouverez forcément une dans votre région. Il faut vérifier qu'elle est OK d'avoir affaire avec des activités politiques, mais normalement ils sont plutôt intéressés aux idées progressistes, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et ça fait un format qui est plutôt intéressant. C'est aussi un petit peu de gestion d'avoir un salarié, donc à dimensionner proportionnellement à vos forces vives. Il ne faut pas que ça vous prenne plus de temps de recruter et de gérer la personne que ce qu'elle vous apporte, mais passer un certain seuil, c'est quand même une aide très appréciable d'avoir quelqu'un qui est dispo aux heures de journée, tous les jours, voilà, pour réceptionner quand vous avez commandé des trucs, aller voilà, donner un coup de main quand il y a une urgence, gérer quand les médias vous contactent pour redistribuer, et tout ça. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour des grandes familles de dépenses. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des suggestions de choses qu'on aurait omis. C'est pour prolonger ce que vous venez de dire là sur les éventuellement employer quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre des stagiaires ou des services civiques qui pourraient remplir des tâches similaires ou... Alors un stagiaire, vous allez avoir la même question que le stagiaire, il doit être recruté par une structure. Et donc du coup, si vous faites l'association de financement de campagne, il pourra prendre des stagiaires, si vous avez une convention avec l'université, etc. Par contre, un mandataire individuel, il ne peut pas avoir un stagiaire déclaré en université, etc. Vous pouvez passer, encore, il y a toujours la mécanique aussi de passer par les partis, mais ça, je ne reviens pas dessus, parce que normalement, ce n'est pas notre cœur de cible. Et je ne sais pas s'il y a des trucs un peu de type portage, comme l'équivalent de la CAE pour un stagiaire. Il faudrait creuser. Le service civique, vous allez avoir un peu le même problème que pour prendre un service civique, il faut être agrémenté, ou il faut passer par une structure agrémentée type les gens orange, ouais, Unicité. Mais je ne suis pas sûr qu'Unicité vous filera des services civiques pour faire une campagne électorale, parce qu'ils ont quand même pas mal de subventions des collectivités, donc c'est un peu risqué pour eux. Donc non, ce n'est pas des formats qu'on voit très fréquemment, effectivement, sur des campagnes. C'est aussi, encore une fois, mais ça rejoint un peu à la question du camarade du Havre et de ce que faisait Toulouse, le fait que la structuration parti politique en fait, donne des énormes possibilités, parce qu'ils peuvent avoir des salariés, des stagiaires qui mettent à disposition des campagnes, qui se font rembourser. C'est pour ça que les partis ont toute cette infrastructure et que nous, on est un petit peu en difficulté de ce point de vue-là, vu qu'on n'a pas cette infrastructure derrière nous, ce qui n'empêche pas de faire des choses. Du coup, c'était pour récapituler pour les moins de 9000. Du coup, tout ça, consommable, assurance, location de salle, flyer, formation ou frais de déplacement, ça, de toute façon, c'est pas remboursé. OK. Et du coup, donc les caisses à dons dont tu parlais, comment tu les justifies? Parce que c'est pas individuel, les dons. Donc, quand tu le mets sur le compte en banque... tu vois, est-ce que ça peut être soupçonné de dons de personnes morales? C'est ça que j'ai... Bon. Nous, on ne s'est pas posé la question, Ouais. en fait. De toute façon, c'était du liquide. Les personnes morales, elles peuvent rarement donner du liquide comme ça. Il n'y avait pas, encore une fois, il y a peu de vérifications sur les petites communes. On ne s'est même pas posé la question de devoir justifier ça. Ok. Et du coup, si les dépenses de propagande, ça en l'occurrence, c'est pris en charge, moi, on m'avait dit affiche, circulaire et bulletin de vote. Donc, je me demandais qu'est-ce que c'était circulaire et quelle est la différence entre flyer et affiche. Au moment des élections, tu as juste par liste, tu as une affiche et il y en a en fonction de la taille de la commune. Voilà, donc là, tu as le droit. Et puis les bulletins de vote, voilà. Et c'est la profession de foi, en fait. La circulaire, c'est ça, c'est juste un document qui présente la liste et ton projet. Voilà, tous rassemblés. Tout ton matériel qui est remboursé, qui s'appelle la propagande officielle, passe devant une commission où tu retrouves toutes les listes autour de chez toi.
du coup, tu cherches à trouver des alliés parce que tu ne sais pas qui tu as affaire dans la salle d'attente. C'est assez rigolo ces moments-là. Donc, tu passes devant cette commission qui te dit oui ou non si tes photos d'affiche, elle est valide ou pas. Donc, c'est pas toi vraiment qui définis non plus si c'est une affiche ou un flyer qui est remboursé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une commission et il faut faire très attention sur les couleurs. Moi, j'avais un polo marron et un fond bleu. Ils m'ont limite fait chier parce que j'avais du bleu, blanc, rouge, quoi. Qui est-ce qui est dans cette commission? C'est des la techniciens à la préfecture, ouais, Okay. c'est ça. C'est des agents de la préfecture. Donc, il faut faire attention, ouais. Alors moi j'ai une question pratique. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé du budget assurance. Et nous, personne ne veut nous assurer. Ni en responsabilité civile, ni Vous êtes en organisation. Un parti. En partie, ouais. Non, une asso, donc on est allé voir la Maïf et ils nous ont dit OK. Après, c'est là que je pense va se jouer la différence entre une commune de 10 000, une commune de 60. Je ne sais plus combien il y a au Havre, mais 170. Ouais, 000. voilà. C'est-à-dire que nous, à 60 000, on était très scrutés, mais par exemple, on n'avait pas pris d'assurance. Et en fait, on utilisait pour le coup, quand on avait besoin de quelquefois des salles, l'assurance de l'assaut, ce qui normalement est illégal parce que c'est un avantage en nature, mais ces petits trucs-là passent sous les radars. Mais je ne peux pas vous encourager de le faire parce que ça vous met à risque. Après, c'est un petit peu à quantifier. Il peut y avoir des fois aussi, selon là où vous allez, en fait, la raison pour laquelle vous avez besoin d'une assurance, des fois, ils peuvent accepter l'assurance d'un individu aussi qui se porte garant. Donc là, c'est le candidat qui va donner son assurance perso. En fait, si son assurance accepte de couvrir ça. Mais voilà, il faut bidouiller un peu si vous êtes en difficulté sur ces sujets-là, quoi. Notre collectif s'est constitué en association. L'association, les statuts laissent quand même bien entendre qu'on va se présenter aux élections municipales. Et donc, on a cherché à assurer, puisqu'il n'y a pas d'obligation, je crois, à être assuré, mais il est quand même conseillé d'avoir une assurance responsabilité civile minimum. Et donc, on a fait un petit peu le tour. On est passé essentiellement sur les mutuelles, ce qu'on appelle les mutuelles. Maïf, Massif, pas MAF, mais GMF. On est aussi allé voir notre banquier qui a une assurance, puisqu'ils font tous des assurances. Et en fait, on a eu des refus de pratiquement tout le monde, sauf de la GMF. Non seulement ils ont accepté, mais en plus c'était les moins 10 ans. Donc si vous n'avez pas consulté la GMF, ça vaut peut-être le coup de le faire. Merci pour le conseil. Et pendant que tu passes, ça m'a fait me rappeler, en fait, cette histoire d'assurance que je vous ai dit, c'était valide vraiment sur le début de la campagne. Et en fait, quand on a pris notre local, là, on a trouvé un assureur qui a accepté d'assurer le local en responsabilité civile parce qu'on présentait ça comme vous assurez le local. Et en fait, ça marchait pour le reste après, du coup. Donc, ça a été aussi une porte d'entrée, mais c'est un cas particulier, je ne sais pas si ça vaut. Et j'en profite dans la lignée conseil pratique. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de faire de la pub, hein, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais il se trouve que de différents retours concordants que j'ai, et d'ailleurs c'est aussi notre banque à Action Commune aujourd'hui, que la banque qui est la plus flex à accepter des candidats de façon générale et qui connaît un peu ça, c'est généralement le Crédit Mutuel. Voilà. Je ne leur fais pas plus de pub que ça, mais c'est très courant que ce soit eux qui acceptent. Nous, on avait essayé au Crédit Coopératif et ils ont dit non, on ne sait pas faire, trop compliqué, machin, tout ça. Voilà. La banque, là, je parlais, pour le compte en banque du mandataire financier. Voilà. Le mandataire financier, puisqu'on revient sur le mandataire financier, ça peut être un sympathisant qui fait ça gratuitement. On est d'accord, on n'a pas besoin de le salarier, on n'a pas besoin de compter ses prestations en don en nature. C'est vrai que je n'ai pas creusé ça effectivement au début. Donc le mandataire financier, c'est une personne que vous avez désignée qui ne sera pas candidat au final, donc un sympathisant de préférence. C'est un rôle extrêmement important. Attention de ne pas, au début de la campagne, dire qui veut être mandataire, ah, moi je veux bien. Faut quelqu'un qui soit conscient de l'ampleur du travail que ça va lui représenter, de la responsabilité qu'il a, du fait qu'en fait, en plus, c'est un peu particulier parce que c'est lui qui détermine le fait que ses petits camarades vont se faire rembourser potentiellement de leur rapport personnel alors que lui, il n'en a pas fait. Donc c'est un truc assez important, il ne faut pas prendre ça à la légère. Faut quelqu'un, il n'y a pas forcément besoin de grosses compétences, hein, on peut se documenter, puis nous, on va essayer... Enfin, moi, ça fait partie des sujets que j'aimerais qu'on fasse, de dire, dans le cadre de l'échange en traite d'Action Commune, pourquoi pas faire une petite boucle Telegram ou que sais-je des mandataires dans les communes de plus de 9000. Voilà. On peut s'entraider, il y a plein d'infos en ligne, etc. Mais en tout cas, il faut être méticuleux, il faut être engagé et ça prendra du temps. Et par contre, après, au-dessus de 9000 habitants, vous aurez aussi l'obligation de prendre un expert comptable qui va mettre au propre votre compte de campagne. Donc ça, normalement, c'est pareil, il faut le trouver parce qu'ils ne veulent pas tous. Donc là, c'est là que c'est quand même utile. Enfin, nous, c'était un peu votre cas. Si soit vous êtes comment
dire, en alliance, soit vous vous entendez un minimum bien avec les partis plutôt de gauche du coin, que ce soit les écolos ou LFI, etc. Eux, ils ont l'habitude. Donc, ils pourront peut-être vous dire, allez voir un tel, il l'a déjà fait sur des campagnes, on sait qu'il est pas mal, il peut vous conseiller, etc. Après, ça se trouve, vous tombez sur l'expert comptable lambda du coin que vous connaissez et qui trouve ça intéressant et qui va vous prendre aussi. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais souvent, il y a quand même des gens qui sont un petit peu identifiés au niveau territorial parce qu'ils l'ont déjà fait. Toutes obédiences politiques confondues d'ailleurs, au final c'est assez neutre, ils font un boulot technique. L'expert comptable, il ne fera pas tout pour vous. Le mandataire, il a pas mal de boulot de son côté, en fait, notamment dans le suivi en cours de route, parce que l'expert, il arrive plutôt à la fin pour mettre au propre, même s'il peut vous conseiller avant. Mais c'est quand même un rôle important et c'est plutôt recommandé, moi je trouve, de l'avoir assez tôt aussi dans la campagne. Comme ça, il peut justement jouer un peu un rôle de conseil si le mandataire a une question ou ne sait pas comment organiser ses trucs. Et ma deuxième question concerne les assurances. Si on a... si on a des prêts de salle par la mairie, qu'on n'est pas constitué en collectif, enfin on est constitué en collectif, mais pas en association, voilà, pour présenter la candidature, on doit avoir une assurance ou pas ? Et à quel titre, puisqu'on ne connaît pas encore le candidat et que... Si la mairie vous le demande, oui. Après, je ne sais pas, tu as typiquement à peine... Comment ? À quel titre ? À peine à l'époque, on ne demandait pas. Et maintenant, on demande. Il y a le mandat qui est passé entre-temps. Du coup, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, nous, je sais qu'à peine, on accepte de louer au particulier. Et du coup, la responsabilité civile du particulier fait foi. Mais par contre, est-ce qu'on aurait le droit à l'avantage en nature si c'est un particulier qui la loue alors que c'est pour le collectif ? C'est une bonne question de serpent qui se mord la queue. C'est un peu ce que je disais au début. On peut louvoyer en prenant l'assurance de l'assaut, ce qui normalement est illégal parce que c'est un avantage en nature. La solution effectivement du particulier si la mairie l'accepte. Et sinon, vous retombez sur les questions qu'il va falloir prendre une assurance. Et que nous, par contre, après, une fois que vous avez un local, généralement, l'assureur, s'il accepte d'assurer le local, il va accepter d'assurer un certain nombre d'événements, de location extérieure. C'est classique dans les contrats à responsabilité civile. Et si vous n'en prenez pas du tout, là, c'est plus compliqué. Mais du coup, j'aimerais bien de la précision par rapport à ça. Donc nous, concrètement, comme on est en réflexion par rapport à la création d'une liste, pour l'instant, c'est monté en association, puisque nous, la mairie, accepte de mettre à disposition gracieusement pour les associations assurées de la commune. Donc là, on a une assurance, on est une association. Et ça, est-ce qu'on peut continuer à faire ça jusqu'au moment où on décidera vraiment, où on déclarera du coup une liste citoyenne et participative. Jusque-là, est-ce que c'est considéré comme l'avantage en nature ou... Oui. En moins de 9 000, tu as moins de soucis parce que tu n'as pas de déposé de compte de campagne où tu aurais dû retracer cet avantage en nature. Mais en théorie, ça reste illégal, donc ce n'est pas une solution qu'on peut vous recommander formellement à notre niveau. Et juste, est-ce que tu peux repréciser vraiment la personne mandataire, qu'est-ce qu'elle a à faire même pour moins de 9 000, il n'y a pas de mandataire non plus? Tu peux en faire un si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. Et franchement, ce n'est pas forcément conseillé parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Et peut-être pour les plus 9 000, pour répondre à la question, si ça peut vous intéresser, le mandataire, il va essentiellement produire le compte de campagne à la fin, qui est le document un peu complet qu'on donne à la fameuse commission des comptes de campagne, avec dedans tous les justificatifs. Donc, c'est-à-dire qu'il collecte tous les justificatifs au fil de l'eau. Il va produire les reçus fiscaux pour les gens qui font des dons. Il va collecter justement quand il y a des prêts, faire le suivi des prêts. Il va un peu donner les règles en fait en interne aussi, c'est-à-dire de dire si vous voulez être remboursé, voilà comment ça se passe, voilà les dépenses qu'on fait. Il va généralement conseiller l'instance de gouvernance que vous avez dans votre collectif sur ces questions budgétaires parce qu'il se sera renseigné. C'est bien de partager un petit peu la responsabilité évidemment, mais il sera quand même très engagé. Et il va gérer le compte en banque, en fait, tout simplement. Il va aller l'ouvrir et il va gérer tout au quotidien, les paiements, s'il y a une carte bancaire, s'il y a des chèques, etc. Voilà. Je vais revenir moi juste sur la mise à disposition des salles. Combien, en fait, à combien de salles on a droit d'organisation, d'événements, de réunions publiques? Est-ce que c'est gracieusement, voilà. Est-ce que c'est possible effectivement de demander à la mairie la location, cette fois-ci payante de salles, si on veut faire des événements en plus? Alors ça, c'est une question assez classique. Vous me compléterez. C'est en gros de plus de 9 000 habitants. Ouais, la question c'est quelles sont les règles de mise à disposition gratuite des salles municipales et est-ce qu'on peut en payer si on dépasse un peu ces règles?
Moi, de ma connaissance, la seule règle qui existe pour la mise à disposition gratuite, c'est qu'ils doivent fournir les mêmes conditions à tous les candidats. Donc, s'ils donnent 3 prêts à un candidat, ils doivent en faire 3 aux autres. Après, il faudrait vérifier s'ils font 0 à tout le monde, est-ce qu'ils ont le droit? Je pense qu'en théorie, oui. Bon, ce n'est pas forcément dans leur intérêt, parce qu'il y aura d'autres listes qui vont demander. Enfin, voilà, ça étouffe un peu la démocratie au niveau local. Par contre, la règle qui existe, c'est vraiment ce truc d'équité entre les candidats. Si vous voulez payer pour avoir plus de salles, là, il faudra que vous alliez regarder le règlement de location des salles municipales de la ville. Est-ce que c'est marqué qu'il y a un tarif et que c'est possible de louer des salles à des candidats? Typiquement, le cas de figure qui risque de se présenter, nous, c'était le cas dans notre strate, c'est que la pratique de mise à disposition gratuite des salles, même de très longue date, hein, de mairie de droite, de gauche et tout, était assez cool sur de la mise à disposition gratuite. Tous les candidats y avaient droit, il n'y a pas trop de limites tant qu'il y a des disponibilités. Mais ça valait pour toutes les petites salles. Et si vous voulez louer le gros centre de conférence, etc., c'est d'ailleurs des règles un peu similaires aux associations, il faut payer. Et là, il y a un tarif, effectivement, dédié pour les partis, les syndicats, etc. Mais par contre, peut-être que dans une commune d'à côté, il n'y a pas de tarif et c'est interdit de payer pour louer un parti. Ça, c'est la commune qui décide. Donc ça veut dire que, par exemple, si nous, on veut faire une réunion en octobre, le maire est en droit de nous dire je ne vous donne pas de salle. Oui, et après, il faut que vous vérifiez s'il a bien répondu ça à tous les autres candidats. Bah, c'est lui l'autre candidat, donc... Il a le droit de vous dire non si c'est pas écrit dans son règlement. Enfin, s'il y a un flou dans le règlement, c'est-à-dire qu'il a son premier devoir, c'est d'appliquer le règlement. Ben, si tu as une asso, il y a plein de catégories dans lesquelles tu peux rentrer ou pas. Ce que je veux dire, c'est que si le règlement il dit rien sur cette question-là, oui, il a le droit d'être arbitraire, pour faire un peu simple. Mais si c'est défini, s'il y a des cases dans lesquelles vous rentrez dans le règlement, il n'a pas le droit de l'appliquer de manière différente que ce qui est écrit. Donc il faut quand même se reporter aux règlements municipaux. Dans ma commune, au mois de juin, on a eu une délibération qui précisait les règles de distribution des salles aux différents partis, enfin aux différents candidats, quoi. Sans savoir encore quels étaient les candidats, parce que nous, on n'avait pas déclaré notre candidature, l'autre non plus, donc il n'y avait que le maire sortant qui potentiellement savait qu'il allait avoir des adversaires. Et on a eu une délibération dans laquelle il a défini toutes ces règles, qu'il y aurait des prêts des salles, que telle salle pourrait être prêtée, pas d'autres, etc. Donc tout était défini. La seule difficulté, c'est qu'en fin de compte, étant maire sortant avec les services administratifs, il peut se servir le premier et nous dire non, à votre date, la salle n'est pas disponible. En fait, encore une fois, on a demandé une réunion là, fin du mois d'août et début septembre pour mettre tout ça à plat et dire on part tous à égalité, quoi, parce qu'on a l'impression que les règles ne sont pas quand même... Mais en tout cas, c'était une délibération qui est passée en conseil municipal. Vous avez 2 niveaux un peu qui vous garantissent l'accès, c'est cette question du règlement, si c'est dans le règlement, et après la question de l'équité. Et là, typiquement, votre maire, il se met en faute. C'est-à-dire que si... Là où il peut être sournois, c'est que s'il vous dit ah non, cette date n'est pas dispo, jusqu'à vous mettre, je ne sais pas, la veille d'un jour férié ou un truc comme ça, il est dans son droit, en théorie. Encore que je pense qu'un juge, après, pourrait aller fouiller sur ce truc-là, mais potentiellement, il est dans son droit. Par contre, si vous dites non, vous, on ne vous préparera pas de salle alors qu'il en utilise, là, c'est illégal et vous pouvez le menacer de recours. Encore faut-il le prouver exactement. Donc, si vous balade un petit peu, c'est là que ça peut être compliqué. Après, si vous êtes dans une assez grosse collectivité, nous, ce qui est notre cas, vous pouvez assez vite cerner ce qui se passe en appelant les agents et en dosant leur niveau de gêne et à quel point ils galèrent à essayer de maquiller le machin, parce que potentiellement, ça va concerner plusieurs agents en fait, répartis assez bas dans la hiérarchie, auxquels on leur a dit non, vous dites non à un tel, et ils auront du mal à mentir et à trouver une excuse potentiellement. Donc ça se sent assez vite généralement. Oui, c'est une question concernant la distinction entre dépenses de campagne ou dépenses internes. Pour ça, je vais citer un exemple. L'association Angoulême Collectif organise pour ses enchartés le 10 septembre prochain, donc on aura dépassé le 1er septembre, une réunion de formation, d'information sur les déterminants de santé. On a des invités, on loue une salle. De mon point de vue, ça concerne une réunion interne, ce n'est pas ouvert au public. Donc, on est d'accord que donc voilà, la question se pose là, est-ce que ça devra rentrer dans les comptes de campagne ou pas? Sachant que ce n'est pas une réunion de bureau, c'est quand même une formation, on a des invités, mais réservés aux personnes qui sont adhérentes à l'association. Ouais. Alors moi, j'ai pas de réponse noir ou blanc là-dessus. Il faudrait voir spécifiquement le cas, et puis je sais même pas en fait personnellement.
le critère de base, c'est est-ce que ça sert à vous ramener des voix, en fait? Est-ce que c'est une action de propagande? Et donc là, vous êtes un peu dans le flou, parce que si vous êtes formé, on va dire, sur un truc qui vous sert directement pour la campagne, on pourrait dire que ça sert à la campagne. Si c'est une formation un peu interne, d'intérêt et curiosité générale des sympathisants du collectif, non. Du coup, je vous propose qu'on essaie d'avancer, parce qu'il est quand même 20. Ce qui est pas mal, c'est qu'on avait un dernier sujet donc, qui était plutôt pour moi parce que c'était les questions de remboursement plafond de dépenses, donc les plus de 9 000. Je crois qu'on a pas mal défriché le sujet jusqu'à présent. Juste, j'ai repris la page entre-temps pour vous redire, donc c'est bien 47,5% du plafond voilà, qui est remboursé. Des fois, on se demande comment ils choisissent leur pourcentage, mais c'est comme ça. Et donc, sont remboursés ceux qui ont obtenu plus de 5% des suffrages, ont évidemment respecté le plafond. C'est-à-dire que si vous dépensez trop, en fait, vous n'êtes pas du tout remboursé, l'affaire Sarkozy. Que vous avez déposé votre compte de campagne dans les temps étant le 10e vendredi à 18 h suivant le premier tour, donc 10 semaines après le premier tour. Donc c'est pas très très longtemps après, hein, c'est 2 mois et demi à garder en tête. Ça paraît très loin quand on sort de la campagne, et puis si avec un peu de chance vous avez gagné en plus, vous êtes à la mairie et tout, puis à un moment vous dites merde, mais est-ce qu'il est en train d'avancer le mandataire là, ou est-ce qu'il fait la fête à tout le monde, où il nous aide pour la suite? Donc faites gaffe quand même à ça. Bien sûr, vous n'êtes pas remboursé si la commission juge que vous avez fraudé à des niveaux qu'elle rejette votre compte de campagne ou que vous avez fait trop n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment les grosses collectivités. Vous allez avoir des obligations de déclaration patrimoniale. Vous savez, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique, je crois que c'est les collectivités de plus de 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Donc là, c'est si vous gagnez et que vous devez respecter ces formalités-là et que vous n'avez pas fait les déclarations, que vos candidats n'ont pas fait les déclarations, vous ne serez pas remboursé. Bon, j'ose espérer que pour des LCP, ça ne posera pas de problème. Moi, j'ai été effectivement mandataire, alors pas d'une campagne d'élection municipale, mais les législatives, les dernières législatives. C'est pas un gros boulot, mais c'est un boulot qui demande à être très précis et bien de suivre les comptes au fil de l'eau. La partie la plus compliquée, c'est la fin de la campagne, où il faut tout recollecter. Alors, il y a une première chose qui est pas compliquée, mais qui est contraignante, c'est envoyer disons, remplir les souches à dons, voilà exactement, et puis les envoyer aux personnes qui ont fait des dons. Ça, c'est un peu, ça demande un peu de précision aussi. Et ce qui est le plus compliqué à mon sens, enfin, dans mon expérience, c'est la fin de campagne quand il faut remplir tous les documents. Mettre dans des enveloppes particulières, faire des cotes, parce qu'il y a plusieurs enveloppes. Il faut mettre dans des enveloppes des documents particuliers, dans d'autres enveloppes d'autres documents. Il faut mettre toutes ces enveloppes dans une autre enveloppe. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est très administratif. Donc, ça demande simplement être précis, pas se tromper dans ce qu'on fait. Mais sinon, je veux dire, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour être mandataire financier. Ça peut être n'importe qui dans l'équipe qui veut le faire. Alors, petite précision, parce qu'on m'avait demandé aussi d'être mandataire pour les départementales d'avant. Il se trouve que dans la campagne pour laquelle je militais, j'étais aussi prestataire au niveau de la communication. Et là, évidemment, c'est pas possible de faire les deux. Il y a un mélange des genres. Il faut bien faire attention à ça. La personne qui fait mandataire ne doit pas avoir de lien de type d'argent, entre guillemets, avec la liste qui se présente. Voilà ce que je peux dire peut-être faire comme retour. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement. Je pense que tu as tout dit quand tu as dit, pas forcément besoin de compétences, mais méticuleux. C'est vraiment un travail de détail, effectivement. Et c'est vraiment quelqu'un, tu l'as dit, qui doit être extérieur à la campagne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, il n'est pas prestataire. C'est vraiment son job, c'est mandataire. Donc je vous conseille encore une fois d'en parler assez. Il peut être il est militant même quelque part en faisant ça. Il peut aller tracter, voilà. Mais par contre, et je vous conseille du coup de vous poser assez tôt la question de ce rôle, que ce ne soit pas un truc fait par défaut, par quelqu'un qui ferait pour rendre service, mais qui ça mettrait en difficulté lui-même en fait. Oui, j'ai une question par rapport à des prestations qui peuvent être rémunérées, mais qui sont réalisées gratuitement par des membres de l'équipe. Est-ce qu'on doit les valoriser dans les comptes de campagne? Si vous êtes à plus de 9 000 habitants, oui, c'est une aide en nature, donc en fait, il faut la valoriser. À la même hauteur que si ça avait été un prestataire externe? Alors, en fait, en gros, alors attends que je te dise pas de bêtises, parce que si c'est fait par une entreprise, tu n'as pas le droit. Du coup, ce sera un don en nature de l'entreprise. Tu dois la payer pour le service. Si c'est un individu... Si c'est quelqu'un de la liste. Ouais.
C'est ça. Si c'est un individu, en fait, il va faire ça bénévolement en tant que militant, mais c'est pas valorisable comme du temps de travail, en fait, quelque part. Donc, disons que si c'est quelqu'un qui est, je sais pas, entrepreneur individuel, ça se verra pas. En fait, il déclarera moins d'heures ce mois-ci, il aura fait du bénévolat. Par contre, si tu es salarié d'une boîte, ta boîte peut pas dire tu vas passer du temps sur la campagne. Mais par rapport au compte de campagne, est-ce que nous, on doit le valoriser, est-ce qu'on doit indiquer qu'une prestation a été réalisée gratuitement par quelqu'un? En fait, si c'est par une entreprise, vous n'avez même pas le droit de le faire, donc il ne faut pas le faire. Moi, je ne vois pas comment ça pourrait être déclaré comme de l'apport en nature, parce que voilà, personne morale, tu n'as pas le droit. Et si c'est du bénévolat, en fait, c'est où que tu mets la limite? C'est sur la qualification de la tâche qui a été faite. Par exemple, nous, dans les choses qu'on a fait bénévolement, c'est de tracter dans les boîtes aux lettres et tout. C'est du temps passé, c'est du temps non qualifié. Est-ce que c'est différent que de faire la mise en page d'un flyer qu'on a plus l'habitude de faire comme une prestation de service, mais pour autant on l'a quand même fait bénévolement. Enfin, c'est où qu'on met la limite entre ce qui est du bénévolat, on va dire classique, et ce qui est de la prestation en nature qu'on a fait bénévolement, quoi. Mais qu'on n'a pas le droit de faire sur un apport d'une personne morale. Enfin, moi, je pense ça me paraît logique de ne pas l'écrire, ce genre de choses. En théorie, normalement, quelqu'un effectivement qui est vraiment professionnel et qui rendrait un service et qui n'est pas un militant habituel, ça devrait être une prestation payée. Après, quelle est la limite, comme l'a dit Léa? Nous, il y a énormément de gens qui avaient des compétences X ou Y qui les ont mises au service de la campagne comme des militants, et là, évidemment, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Par contre, encore une fois, la logique de dire l'entreprise va délibérément... Enfin, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait genre des consignes hiérarchiques, des machins, des trucs comme ça, ou il ne faut pas que, même si tu es entrepreneur individuel, il ne faut pas que tu fasses un courrier disant je mets du temps à disposition et tout, quoi. C'est dû à titre individuel comme militant, quoi. Oui, merci. Je voulais réagir là-dessus. Si la personne, son métier, c'est graphiste, qu'il est sympathisant, mais de loin, je ne sais pas qui a posé la question, il est sympathisant, mais de loin de, voilà, quelqu'un que vous connaissez, quoi, mais qui ne vient pas aux réunions, etc., et qui vous aide. Normalement, il faut le valoriser, ce truc-là, parce que s'il est vraiment graphiste et qu'il vous fait le flyer, c'est comme s'il avait fait une prestation. Il faudrait presque qu'il vous fasse il vous fera pas de facture puisqu'il le fait bénévolement, mais n'empêche qu'il faudra quand même le déclarer en don. Moi, c'est ce que je pense. D'après ce que j'ai lu, ça serait plutôt ça. Si après c'est pas du tout son métier qu'il a bidouillé sur, voilà, à ce moment-là, il y a pas le, parce que c'est pas son métier. Là, ce que tu dis, c'est la théorie de la règle absolue. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Tous les collectifs de France fonctionnent, enfin toutes les listes, mais même de partis classiques, fonctionnent parce qu'il y a des gens qui ont acquis des compétences, y compris dans leur boulot, qui mettent du temps à disposition. Donc là où il faut être vigilant, encore une fois, je dirais, c'est s'il y a une forme de traçabilité, tu vois, de trucs qui lient à l'entreprise, à l'employeur, à la personne en tant que professionnel, ou si ça devient quelque chose de massif. C'est-à-dire que si vous avez effectivement quelqu'un qui est payé par une boîte et qui passe toutes ses journées de bureau au local de campagne et que ça sait et que genre il a mis son adresse pro ou je sais pas, ou des trucs comme ça, là ça devient dangereux. Ces trucs-là, c'est impossible de les contrôler. Et heureusement, c'est la base du militantisme, quoi. Il y avait monsieur derrière. Celle-là, je vais passer la parole parce que faire tourner. Et ça va bientôt être la fin, donc réfléchissez si vous avez une dernière question brûlante. Oui, on a parlé du rôle du mandataire financier. Et nous, on se pose la question du rôle de la direction de campagne. Quel peut être son rôle dans la construction du budget? Quels peuvent être les choix à faire? Nous, on est dans une commune de 30 000 habitants, Saint-Sébastien-sur-Loire. Alors, du strict point de vue qui nous occupe aujourd'hui du budget de campagne, la direction de campagne, ça n'existe pas. Vous avez, je rappelle, les règles, elles sont basées sur un candidat omnipotent qui a choisi son mandataire et qui décide de tout. Après, si vous avez un fonctionnement collégial de direction de campagne qui prend les décisions avec le candidat et qui dit ce qu'il faut faire, c'est totalement légal. Vous faites ce que vous voulez tant que le candidat est d'accord, en gros. Voilà, donc c'est à vous de border une gouvernance qui va forcément reposer un peu sur la confiance. Mais ça vaut pour toutes les règles. Je mets un petit point de vigilance quand même là-dessus. C'est pour ça qu'à Action Commune, on vous incite à fortement travailler les questions de gouvernance dans le collectif, rapidement dans votre collectif en campagne. Si demain, votre candidat est désigné, il a décidé de faire n'importe quoi, de dépenser ce qu'il veut ou de machin, légalement, il peut. C'est lui le maître à bord, en fait, il fait ce qu'il veut. Donc d'où le fait d'avoir une gouvernance un peu solide pour s'assurer que vous n'ayez pas ce type de problème. Ça n'arrive pas, normalement. Le temps que vous arriviez à un processus de constitution de liste, les gens se connaissent, sont fiables, etc. Je ne sais pas si Léa et Benoît voulaient dire un petit mot de la fin de votre côté.
Non, c'est bon. Moi, je vais faire un petit mot de conclusion. J'ai pris bonne note de vos suggestions. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, on l'a déjà dit, à passer au stand d'action commune. Et en fait, tout ça, on pourra le faire si on a des bénévoles pour le mettre en place. Donc, je sais que là, dans les 6 prochains mois, tout le monde va être le nez dans le guidon de son collectif local. S'il y en a parmi vous qui ont soit une expérience un peu thématique, soit un peu plus de temps, soit qui veulent un peu remettre au pot commun, soit qui ne se représentent pas ou je ne sais pas pour X ou Y raison, je vous encourage très vivement à participer au cercle échange entraide d'action commune qui jusqu'à présent tournait plutôt sur le partage autour des politiques publiques qu'on met en place dans les communes. Et là, sur les 6 prochains mois, c'est ce qu'on appelle encore une fois municipal assistance. Ça va être faire tourner ce type d'outils de partage d'expérience, de mutualisation de contacts. Et il faut des gens là-dessous derrière. Donc Action Commune a pu recruter une personne à mi-temps là sur la période de la campagne, enfin jusqu'en janvier, c'est même pas toute la campagne, pour un peu mettre de l'huile dans le rouage des bénévoles. Mais le cœur de la machine, ça reste les bénévoles à Action Commune. Donc on a besoin de vous. Merci beaucoup Léa, Benoît pour vos apports et merci pour votre attention, vos questions.